En 1926, à Bialia, dans le Mississippi, un ancien foreur de puits nommé Horace Tatum aurait tenté une expérience que ses voisins jugeaient insensée. Derrière sa maison, il aurait enterré près de 55 mètres de tuyaux de cuivre, disposés en spirale, puis relié les deux extrémités à un réservoir d'eau installé sur la véranda. Aucun compresseur, aucun fluide frigorigène, pas même un ventilateur électrique. L'eau descendait simplement sous terre, traversait le serpentin refroidi par le sol, puis remontait vers la maison. Selon le récit transmis par sa fille, la famille pouvait dormir pendant les nuits étouffantes de juillet sans subir cette chaleur humide qui collait les draps à la peau. Les voisins surnommaient l'installation la folie d'Horace. Pourtant, sa maison aurait été l'une des plus fraîches du comté. Le principe, lui, n'a rien de mystérieux. Sous nos pieds, la température du sol varie beaucoup moins que celle de l'air. Aujourd'hui, nous dépensons des milliers de dollars pour reproduire mécaniquement ce que la Terre offre naturellement. Alors pourquoi cette idée simple a-t-elle presque disparu? Et surtout, pourrait-elle encore refroidir une maison moderne pour une fraction du prix d'un climatiseur? La réponse commence juste derrière votre propre maison. À 1,50 m ou 2 mètres sous la surface, la température du sol devient plus stable que celle de l'air. En été, quand le jardin brûle sous 35 degrés, la terre reste plus fraîche. En hiver, elle conserve une partie de la chaleur accumulée pendant les mois précédents. C'est le même principe qui garde les caves tempérées, les grottes fraîches et les anciens celliers capables de conserver les aliments sans réfrigérateur. Le sol agit comme une immense batterie thermique, lente à se réchauffer et lente à se refroidir. Un circuit de refroidissement géothermique passif exploite simplement cette réserve. De l'eau circule dans un tuyau enterré, capte la fraîcheur du terrain, puis remonte vers un échangeur installé dans la maison. Un ventilateur pousse ensuite l'air de la pièce à travers cet échangeur, comme dans un radiateur automobile utilisé à l'envers. Le système ne fabrique pas du froid. Il déplace la chaleur de la maison vers une zone souterraine plus froide. L'eau est particulièrement efficace pour ce travail, car elle transporte énormément plus d'énergie thermique que l'air à volume égal. Voilà pourquoi un tube étroit rempli d'eau peut être plus performant qu'un immense conduit enterré. En théorie, la technologie tient donc en 4 éléments. Un tuyau, de l'eau, une pompe et un ventilateur. Les performances deviennent impressionnantes lorsqu'on compare les appareils qui consomment réellement de l'électricité. Une climatisation centrale doit alimenter un compresseur, un ventilateur puissant et plusieurs organes de contrôle. Selon sa taille, elle peut appeler plusieurs kilowatts pendant les heures les plus chaudes. Dans une boucle souterraine passive, l'énergie sert surtout à faire circuler l'eau et à entraîner un petit ventilateur. Une pompe correctement dimensionnée peut fonctionner avec seulement quelques dizaines de watts. Attention toutefois à ne pas confondre cette installation artisanale avec une pompe à chaleur géothermique complète. Cette dernière utilise également la température stable du sol, mais elle possède un compresseur capable d'augmenter fortement la puissance de chauffage ou de refroidissement. Le département américain de l'énergie estime que ces systèmes peuvent réduire la consommation de 25 à 50% par rapport à certaines pompes à chaleur utilisant l'air extérieur. Une boucle passive coûte moins cher et consomme davantage modestement, mais sa capacité reste limitée. Elle convient surtout à une chambre, un atelier, une petite maison bien isolée ou au pré-refroidissement de l'air avant l'intervention d'un système classique. Des autoconstructeurs ruraux utilisent déjà des variantes très simples. Un long tuyau PEX enterré, un radiateur automobile récupéré, une pompe de bassin et un ventilateur alimenté par un panneau solaire. Lorsque le terrain est suffisamment frais et humide, l'air traversant l'échangeur peut ressortir nettement plus froid que l'air ambiant. Le véritable avantage n'est donc pas de produire gratuitement une température glaciale. Il consiste à obtenir un refroidissement régulier avec une consommation minuscule, même lorsque le réseau électrique est fortement sollicité. Ce système ne remplace donc pas toujours la climatisation entière, mais il peut réduire sensiblement sa durée de fonctionnement et son coût estival. Mais pour maintenir ce résultat, 3 paramètres doivent être corrects: la profondeur, la longueur du tuyau et le débit de l'eau. Le matériel nécessaire reste simple. Le cœur du système est un tuyau PEX de 3/4 de pouce, assez long pour offrir une surface d'échange suffisante avec le sol. Pour une installation destinée à une seule pièce, on vise généralement entre 45 et 60 mètres de conduite enterrée. À cela s'ajoute une petite pompe à eau en courant continu, un échangeur thermique, souvent un radiateur de chauffage automobile,
et un ventilateur. Avec des pièces récupérées, le budget peut rester bas. En achetant tout neuf, il faut plutôt prévoir entre 90 et 150 $, sans compter la location d'une trancheuse. Cela reste inférieur au prix d'un système géothermique professionnel, mais les deux solutions ne fournissent ni la même puissance, ni le même niveau de contrôle. Le point décisif n'est pas seulement la longueur du tuyau, c'est surtout sa profondeur. Enterré trop près de la surface, le circuit fonctionne correctement au printemps, puis perd une grande partie de son efficacité lorsque les premières couches du sol se réchauffent en plein été. Dans de nombreuses régions tempérées, une profondeur comprise entre 1,20 m et 1,80 m offre un meilleur compromis entre stabilité thermique et difficulté des travaux. Il faut aussi vérifier la nature du terrain, la profondeur du gel, la présence de canalisation, de câbles, de fondations ou d'une fosse septique. Une boucle bien conçue ne dépend donc pas d'un seul chiffre universel. Elle doit être adaptée au climat, au sol et à l'usage prévu. Une erreur de profondeur peut ruiner toute l'installation avant même le premier démarrage. 3 erreurs suffisent à transformer une bonne idée en système décevant. La première est la condensation. Lorsque de l'eau à environ 13 degrés traverse un échangeur placé dans une pièce chaude et humide, l'air dépose naturellement de l'eau sur les surfaces froides. Sans bac de récupération, cette humidité finit par couler sur le sol, détériorer le caisson et favoriser les moisissures. La solution est simple. Installer un plateau incliné sous le radiateur, puis évacuer l'eau vers un seau, un siphon ou une petite pompe à condensat. La deuxième erreur est une boucle trop courte. 50 pieds de tuyaux ne suffisent généralement pas pour absorber assez de fraîcheur avant que l'eau ne revienne à l'intérieur. Une longueur proche de 55 mètres offre davantage de surface d'échange et maintient plus longtemps une différence de température utile. Le tuyau coûte peu. Mieux vaut donc prévoir une marge que creuser 2 fois. La troisième erreur est de faire fonctionner le circuit sans interruption. Pendant plusieurs heures, le sol absorbe la chaleur rejetée par la maison. Mais autour du tuyau, une zone progressivement plus chaude peut se former, réduisant le rendement. Une utilisation principalement diurne, suivie d'une période de repos nocturne, permet au terrain de retrouver plus facilement sa température d'équilibre. Un débit trop rapide peut réduire le temps d'échange thermique. Le climat modifie enfin la manière d'installer le système. Dans le sud-ouest sec, la condensation reste limitée. Dans le sud-est humide, le drainage devient essentiel. Dans les régions plus froides, le sol profond offre souvent une eau encore plus fraîche, mais la saison de climatisation est plus courte. Le principe reste donc fiable, à condition de respecter 3 règles. Gérer l'eau condensée, dimensionner correctement la boucle et ne pas surcharger le sol. Le même circuit enterré peut également devenir utile en hiver, mais il faut comprendre sa véritable fonction. Une eau à 13 degrés ne chauffera jamais directement une maison jusqu'à 20 degrés. En revanche, elle peut préchauffer l'air ou l'eau qui entre dans le système de chauffage, réduisant ainsi l'écart que la chaudière ou la pompe à chaleur doit compenser. En été, le circuit retire une partie de la chaleur intérieure. En hiver, il récupère une température souterraine plus douce que l'air extérieur. Il agit donc comme un stabilisateur thermique pendant toute l'année. Dans une maison bien isolée, cette réduction de charge peut se traduire par des économies sensibles, surtout si le système principal fonctionne moins longtemps aux heures où l'électricité est la plus chère. La durée de vie constitue un autre avantage. Un tuyau PEX correctement installé, protégé des rayons ultraviolets et des contraintes mécaniques, peut rester sous terre pendant plusieurs décennies. Les éléments les plus susceptibles d'être remplacés sont la petite pompe et le ventilateur, 2 pièces simples et relativement peu coûteuses. Alors pourquoi cette solution n'équipe-t-elle pas davantage de maisons ? Il serait trop facile de parler uniquement d'un complot de l'industrie du chauffage et de la climatisation. Les raisons sont aussi pratiques. Absence de normes précises, responsabilité juridique, performance variable selon les sols, difficulté à garantir une puissance constante et coût élevé des travaux de terrassement lorsqu'ils sont réalisés par un professionnel. L'industrie traditionnelle préfère naturellement vendre des équipements standardisés, faciles à dimensionner, à assurer et à entretenir. Une boucle artisanale enterrée génère peu de maintenance et peu de revenus récurrents, mais elle exige davantage de connaissances de la part du propriétaire. La technologie n'est donc ni miraculeuse ni inutile. Bien conçue, elle peut réduire la consommation. Mal dimensionnée, elle risque seulement de devenir un long tuyau coûteux enfoui dans le jardin, sans produire de fraîcheur suffisante. Pour construire une version simple en un week-end, commencez par choisir une zone dégagée,
loin des câbles électriques, des conduites d'eau, des fondations et des installations sanitaires. Le vendredi soir, tracez un parcours d'environ 15 à 20 mètres, assez large pour disposer le tuyau en plusieurs allers-retours. Le samedi matin, creusez une tranchée adaptée à votre climat et à votre terrain. Dans un seul meuble, le travail peut être manuel. Dans l'argile ou la roche, une trancheuse louée évite des heures d'effort. Déroulez ensuite le PEX au fond en maintenant un espacement régulier entre chaque passage, puis fixez-le avant de reboucher. L'après-midi, assemblez l'unité intérieure. Installez le radiateur dans un caisson ouvert, placez le ventilateur face à lui et raccordez les deux extrémités du circuit. Montez la pompe sur la ligne d'alimentation, remplissez lentement le réseau et chassez tout l'air jusqu'à obtenir un débit continu, sans bulle. Vérifiez enfin chaque raccord avant de refermer définitivement. Le dimanche, démarrez la pompe et attendez le premier tour complet de l'eau. Après 15 ou 20 minutes, l'air traversant l'échangeur doit devenir nettement plus frais. C'est à ce moment que le sol commence réellement à travailler pour vous. Avant de considérer le système terminé, plusieurs détails techniques méritent une attention particulière. Le premier concerne l'humidité autour du tuyau enterré. Un sol légèrement humide transmet mieux la chaleur qu'un sol très sec, ce qui peut améliorer les échanges. Mais si l'eau stagne pendant des jours, la tranchée peut devenir instable et perdre en efficacité. Dans une terre argileuse qui se draine mal, ajoutez une couche de gravier sous et autour du PEX. Dans un sol sableux ou limoneux, le drainage naturel suffit souvent. Le deuxième détail est la protection de l'aspiration. Une simple grille métallique ou un petit filtre placé avant la pompe empêche les insectes, les débris et les particules de pénétrer dans le circuit. Sans cette protection, le débit peut diminuer, la pompe peut s'user plus vite et l'échangeur intérieur peut se boucher. La profondeur obéit également à une logique de rendement décroissant. Passer de 60 cm à 1,20 m apporte un gain important, car le tuyau quitte la zone la plus sensible aux variations quotidiennes. Descendre de 2 mètres à 2,50 m, en revanche, exige beaucoup plus de travail pour seulement quelques degrés supplémentaires. La même règle s'applique à la longueur. Les premiers 45 à 60 mètres fournissent l'essentiel de la capacité utile pour une pièce. Ajouter davantage de tuyaux peut améliorer légèrement les performances, mais augmente aussi la résistance hydraulique et ralentit l'eau. Enfin, l'unité intérieure doit être placée là où l'air peut circuler librement. Ne l'enfermez pas dans un meuble et ne bloquez pas l'entrée du ventilateur. Un bon échange thermique dépend autant du mouvement de l'air que de la fraîcheur du sol. Avant de reboucher définitivement, photographiez le parcours, notez sa profondeur et conservez un schéma précis. Cette précaution évitera de percer accidentellement la boucle lors de futurs travaux dans le jardin. Le refroidissement obtenu par une boucle souterraine n'a pas la brutalité d'un climatiseur central. L'air sort plus frais que la pièce, mais il se diffuse lentement. Il vaut donc mieux installer l'unité dans la chambre ou le salon et la laisser fonctionner plusieurs heures plutôt que l'allumer seulement quelques minutes. La consommation reste faible. Une pompe de 20 watts utilisée pendant 12 heures coûte presque rien, surtout si elle est alimentée par un panneau solaire. En hiver, toutefois, le circuit doit être protégé contre le gel. Dans les régions froides, ajoutez du propylène glycol de qualité alimentaire, utilisé dans les installations de camping-car. N'employez jamais d'éthylène glycol automobile. Il est toxique pour le sol, les animaux et les personnes. Cette technologie ne remplace pas automatiquement chaque système de chauffage ou de climatisation. Elle fonctionne mieux comme solution locale, comme pré-refroidissement ou comme soutien dans une maison bien isolée. Elle exige aussi un drainage, une installation électrique protégée et la localisation préalable de tous les réseaux enterrés. Mais son principe reste puissant. Sous votre jardin existe une masse thermique stable, silencieuse et disponible toute l'année. Nous avons parfois oublié des solutions simples parce qu'elles semblaient trop ordinaires pour être modernes. Sur Savoir Caché, nous remettons ces idées en lumière. Si cette découverte vous a été utile, abonnez-vous, partagez cette vidéo et dites-nous si vous tenteriez cette installation chez vous.